Bonjour à tous et bienvenue sur la 7e partie des probabilités. Dans l'exercice précédent de la dernière vidéo, nous avons exploré l'application des distributions normales et uniformes pour calculer des probabilités. En statistique, le calcul des probabilités à partir de distributions est une démarche courante. Il existe en effet une variété de distributions dont l'une des plus célèbres est la distribution binomiale ou aussi appelée la loi binomiale. La distribution binomiale permet de répondre à ce type de question. Une pièce est lancée 5 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une face? Un dé est lancé 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 dés? Quelle est la probabilité que parmi 100 visiteurs d'un site internet, exactement 5 effectuent un achat? Ou encore, quelle est la probabilité d'observer exactement 3 transactions frauduleuses sur 100 transactions? Prenons un exemple. Nous avons une boîte qui contient 2 billes rouges et 3 billes bleues. Nous tirons avec remise. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 billes rouges avec 4 tirages? Une des façons dont cela peut se produire est que les 2 premiers tirages soient des billes rouges suivis des 2 derniers tirages qui sont des billes bleues. Quelle est la probabilité d'avoir cette combinaison? La probabilité d'avoir une bille rouge est de 2 sur 5. Et la probabilité d'avoir une bille bleue est de 3 sur 5. On multiplie les probabilités car l'objectif est que ces événements se produisent simultanément. On fait donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ce qui nous fait 0,0576. La probabilité de cette combinaison est de 5,76%. Mais il existe d'autres combinaisons possibles pour obtenir 2 billes rouges. Par exemple, il est possible d'avoir 2 billes bleues et 2 billes rouges. Alors, quelle est la probabilité d'avoir cette combinaison? La probabilité est exactement la même, ce qui est tout à fait normal car on multiplie les probabilités. Par conséquent, pour trouver la probabilité d'avoir exactement 2 billes rouges avec 4 tirages, il faut énumérer toutes les combinaisons possibles et additionner la probabilité de chaque combinaison. Alors, si on reprend la première combinaison qui est rouge-rouge, bleu-bleu, la probabilité est de 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Mais on peut simplifier ce calcul en écrivant 2 cinquièmes à la puissance 2 fois 3 cinquièmes à la puissance 2, ce qui est beaucoup plus simple. Et on peut faire pareil pour la deuxième combinaison, qui est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. On peut simplifier par 2 cinquièmes à la puissance 2 fois 3 cinquièmes à la puissance 2. Et pour toutes les combinaisons ou les patterns incluant 2 billes rouges et 2 billes bleues, on peut écrire 2 cinquièmes à la puissance 2 fois 3 cinquièmes à la puissance 2. Car toutes les combinaisons avec 2 billes rouges et 2 billes bleues ont les mêmes probabilités. Il suffit de trouver le nombre de combinaisons possibles avec 2 billes rouges et 2 billes bleues pour additionner toutes les probabilités. Alors, pour trouver le nombre de combinaisons possibles, on ne va pas énumérer chaque combinaison, cela nous prendrait trop de temps. Il existe un moyen beaucoup plus simple qui est le coefficient binomial. D'après le coefficient binomial, le nombre de combinaisons possibles est égal à 6. Il y a 6 combinaisons possibles, donc on fait 6 fois 2 cinquièmes à la puissance 2 fois 3 cinquièmes à la puissance 2, ce qui nous donne 0,34. La probabilité d'avoir exactement 2 billes rouges est de 34,56%. Si on revient sur le coefficient binomial, la formule peut sembler intimidante. C'est pourquoi les mathématiciens utilisent la factorielle, qui est représentée par le point d'exclamation,
pour indiquer le résultat de la multiplication entre chaque nombre précédant celui-ci. Alors, pour faire plus simple, la factorielle de 1 est égale à 1. La factorielle de 2 est égale à 2 fois 1, ce qui nous fait 2. La factorielle de 3 est égale à 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 6. La factorielle de 4 est égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 24. Et la factorielle de 5 est égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 120. Et ainsi de suite pour la factorielle de 6, 7, 8, 9, 10, etc. Le symbole point d'exclamation est appelé la factorielle. Donc, le coefficient binomial peut être réécrit de cette manière. La factorielle de 4 divisé par la factorielle de 2 fois la factorielle de 2, ce qui nous fait 6. Alors, d'où vient le 4 ? Le 4 est le nombre de tirages effectués. Le premier 2 est le nombre de fois que l'événement doit se produire. Ici, c'est les deux billes rouges. Et le deuxième 2 est la différence entre le nombre de tirages effectués et le nombre de fois que l'événement doit se produire, soit 4 moins 2, ce qui nous fait 2. Alors, de manière plus générale, la formule binomiale est égale la factorielle de n divisé par la factorielle de k fois n-k factoriel, fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n-k. Alors, cette formule peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. N est le nombre de tirages effectués, et il doit toujours être défini à l'avance. Sans ça, vous ne pouvez pas calculer le coefficient binomial. K est le nombre de fois que l'événement doit se produire. Et P est la probabilité que l'événement va se produire. Pour calculer le coefficient binomial, il faut que les tirages soient indépendants. Sans ça, vous ne pouvez pas calculer le coefficient binomial. Prenons un exemple. Un dé est lancé 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2-1 ? Lorsqu'on lance un dé, les lancers sont indépendants. On peut donc utiliser la formule binomiale. La probabilité d'obtenir 1-1 est de 1 sixième et la probabilité de ne pas obtenir 1-1 est de 5 sixièmes. On fait donc ce calcul qu'on peut simplifier par 1 sixième à la puissance 2 fois 5 sixièmes à la puissance 8. Cherchons le nombre de combinaisons possibles. Pour rappel, voici la formule du coefficient binomial. Nous avons 10 lancers, donc n est égal à 10. Et parmi ces 10 lancers, on veut exactement 2, 1, donc k est égal à 2. 10 moins 2 est égal à 8, donc le coefficient binomial est égal à la factorielle de 10 divisé par la factorielle de 2 fois la factorielle de 8. Si on développe le coefficient binomial, cela nous fait ça. Alors, ne vous inquiétez pas, la plupart peuvent se simplifier. Il nous reste 10 fois 9 divisé par 2 fois 1, ce qui nous fait 90 divisé par 2, ce qui nous fait 45. Il y a 45 combinaisons possibles. On fait 45 fois 1 sixième à la puissance 2 fois 5 sixièmes à la puissance 8, ce qui nous fait 0,29. La probabilité d'avoir exactement 2-1 lors de 10 lancers est de 29%. Prenons un autre exemple. Une pièce est lancée 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 faces ? Lorsque nous lançons une pièce, les lancers sont indépendants. On peut donc utiliser la formule binomiale. La probabilité d'obtenir une face est de 1 sur 2. Et la probabilité de ne pas obtenir une face est aussi de 1 sur 2. On fait donc ceci, qu'on peut simplifier par 1 sur 2 à la puissance 10. Cherchons le nombre de combinaisons possibles.
Nous avons 10 lancers, donc n est égal à 10. Et parmi ces 10 lancers, nous voulons avoir exactement 5 faces, donc k est égal à 5. Ce qui nous fait la factorielle de 10 divisée par la factorielle de 5 fois la factorielle de 5. Si on développe, cela nous fait ceci. Alors, encore une fois, la plupart des nombres peuvent se simplifier. Donc, on fait 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, le tout divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2. Ce qui nous fait 252. Il y a 252 combinaisons possibles. On fait 252 fois 1 demi à la puissance 10, ce qui nous fait 0,246. La probabilité d'avoir exactement 5 faces lors de 10 lancers est de 24,6%. Et la probabilité est exactement la même pour 5 piles. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Un sac contient 10 balles, dont 4 sont des rouges et 6 sont des bleus. Vous tirez 3 balles du sac avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 balles rouges? Alors, lorsqu'on tire avec remise, les tirages sont indépendants. On peut donc utiliser la formule binomiale. La probabilité d'obtenir une balle rouge est de 4 sur 10 et la probabilité d'obtenir une balle bleue est de 6 sur 10. On fait donc 4 dixièmes fois 4 dixièmes fois 6 dixièmes, qu'on peut simplifier par 4 dixièmes à la puissance 2 fois 6 dixièmes. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Nous avons 3 tirages, donc n est égal à 3. Et parmi ces 3 tirages, nous voulons avoir exactement 2 balles rouges. Donc, k est égal à 2. Si on développe, cela nous fait 3 fois 2 divisé par 2, ce qui nous fait 3. Il y a 3 combinaisons possibles. On fait 3 fois 4 dixièmes à la puissance 2 fois 6 dixièmes, ce qui nous fait 0,288. La probabilité d'avoir exactement 2 balles rouges lors de 3 tirages est de 28,8%. Exercice numéro 2. Vous êtes responsable d'une équipe de data scientists qui travaille sur un modèle de classification binaire pour prédire si un mail est un spam ou non. Le modèle prédit spam correctement dans 85% des cas et prédit non spam correctement dans 85% des cas. Pour un mail donné, le modèle parvient à le classifier correctement dans 85% des cas. Si vous effectuez des prédictions pour 15 mails choisis au hasard, quelle est la probabilité que votre modèle prédise correctement au moins 12 d'entre eux? On part de l'hypothèse que les emails sont indépendants. C'est-à-dire que si un mail est un spam, il n'y aura pas d'influence sur un autre mail, et inversement. La probabilité que le modèle classe correctement un mail est de 85%. Et la probabilité que le modèle classe mal un mail est de 15%. On note x la probabilité qu'un modèle prédise correctement un mail. On cherche p de x supérieur ou égal à 12. Si on développe, cela nous fait p de x est égal à 12, plus p de x est égal à 13, plus p de x est égal à 14, plus p de x est égal à 15. Alors, commençons par le modèle qui prédise correctement 12 mails. On fait 0,85 à la puissance 12 fois 0,15 à la puissance 3. Cherchons le nombre de combinaisons possibles.
nous avons 15 mails, donc n est égal à 15. Et parmi ces 15 mails, nous voulons prédire exactement 12 mails correctement. Donc k est égal à 12. Ce qui nous fait 455. On fait donc 455 fois 0,85 à la puissance 12 fois 0,15 à la puissance 3, ce qui nous fait 0,218. La probabilité que le modèle prédise correctement 12 mails est de 21,8%. Faisons pareil pour P de x est égal à 13. On fait 0,85 à la puissance 13 fois 0,15 à la puissance 2. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Il y a 105 combinaisons possibles. On fait donc 105 fois 0,85 à la puissance 13 fois 0,15 à la puissance 2, ce qui nous fait 0,285. La probabilité que le modèle prédise correctement 13 mails est de 28,5%. Faisons pareil pour P de x est égal à 14. On fait 0,85 à la puissance 14 fois 0,15 à la puissance 1. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Il y a 15 combinaisons possibles. On fait donc 15 fois 0,85 à la puissance 14 fois 0,15 à la puissance 1, ce qui nous fait 0,231. La probabilité que le modèle prédise correctement 14 mails est de 23,1%. Et faisons pour le dernier cas, P de x est égal à 15. On fait 0,85 à la puissance 15 fois 0,15 à la puissance 0. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Il y a une seule combinaison possible. On fait 1 fois 0,85 à la puissance 15 fois 0,15 à la puissance 0, ce qui nous fait 0,087. La probabilité que le modèle prédise correctement 15 mails est de 8,7%. Donc, il nous suffit juste de remplacer l'équation par nos probabilités. On fait 0,218 plus 0,285 plus 0,231 plus 0,087, ce qui nous fait 0,821. La probabilité que le modèle prédise correctement au moins 12 d'entre eux est de 82,1%. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 3. Vous lancez une pièce 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 8 piles? Les lancers sont indépendants. On peut donc utiliser la loi binomiale. La probabilité d'obtenir pile est de 50%. On note x la probabilité d'obtenir pile.
On cherche P de x supérieur ou égal à 8. Cela prend en compte P de x est égal à 8, plus P de x est égal à 9, plus P de x est égal à 10. Alors commençons par P de x est égal à 8. On fait 0,5 à la puissance 8 fois 0,5 à la puissance 2. Cherchons le nombre de combinaisons possibles. Nous avons 10 lancers, donc n est égal à 10. Et parmi ces 10 lancers, nous voulons obtenir exactement 8 piles, donc k est égal à 8. On fait 10 fois 9 divisé par 2, ce qui nous fait 45. 45 fois 0,5 à la puissance 8 fois 0,5 à la puissance 2 nous fait 0,0439. La probabilité d'obtenir 8 piles est de 4,39%. Calculons P de x est égal à 9. On fait 0,5 à la puissance 9 fois 0,1 à la puissance 1. Cherchons le nombre de combinaisons possibles. Il y a 10 combinaisons possibles. On fait donc 10 fois 0,5 à la puissance 9 fois 0,5 à la puissance 1. La probabilité d'obtenir 9 piles est de 1%. Calculons P de x est égal à 10. On fait 0,5 à la puissance 10. Cherchons le nombre de combinaisons possibles. Il y a une seule combinaison possible. On fait donc 1 fois 0,5 à la puissance 10. La probabilité d'obtenir 10 piles est de 0,1%. Donc, la probabilité d'obtenir au moins 8 piles sur 10 lancers est de 5,49%, ce qui est très faible. Si une personne arrive à obtenir 8 piles ou plus, il serait logique de penser que cette pièce est truquée. Et c'est de cette manière qu'on détecte si une pièce est truquée ou non. Si elle donne des valeurs extrêmes comme obtenir 9 piles ou 10 piles, alors la pièce a de grandes chances d'être truquée. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 4. La probabilité qu'un clic se transforme en vente est de 0,02. Quelle est la probabilité d'observer 0 vente sur 200 clics? On part de l'hypothèse que les événements sont indépendants. La probabilité qu'un clic se transforme en vente est de 2%. On note x qu'un clic se transforme en vente. On cherche P de x est égal à 0. On fait 0,02 à la puissance 0 fois 0,98 à la puissance 200. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Nous avons 200 clics, donc n est égal à 200.
Et parmi ces 200 clics, nous voulons obtenir exactement 0 vente, c'est-à-dire que K est égal à 0. Donc, il n'y a qu'une seule combinaison possible. On fait 1 fois 0,02 à la puissance 0 fois 0,98 à la puissance 200, ce qui nous fait 0,0175. La probabilité d'observer 0 vente est de 1,75%. Les exercices qui vont suivre doivent être résolus avec un langage de programmation, comme Python. Pour installer Python, commencez par installer Anaconda. Le lien est dans la description. Dès que Anaconda est installé, vous aurez accès à Python. Alors, même si vous ne connaissez rien à Python, vous pouvez toujours suivre mes explications. Le but de Python est que cela va nous servir à réaliser des calculs qui sont trop longs à réaliser à la main. Commençons par ouvrir Anaconda. Si c'est la première fois que vous ouvrez Anaconda, cela peut prendre un peu de temps. Ouvrez Jupyter Notebook. Créons un nouveau notebook. Alors, de mon côté, le notebook est déjà créé. Le notebook est disponible dans la description sur GitHub. Passons à l'exercice. Exercice numéro 5. Modélisation des pertes potentielles sur les prêts en banque. Une banque a accordé 500 prêts ce trimestre et le taux de défaut sur ces prêts est estimé à 12%. Si un prêt se solde par un défaut, la banque subira une perte de 30 000 euros. On suppose que chaque prêt est indépendant des autres et suit une distribution binaire, c'est-à-dire binomiale, avec une probabilité de défaut de 12%. Quelle est la probabilité qu'exactement 60 prêts parmi les 500 accordés se soldent par un défaut? Commençons par résoudre cet exercice avec une feuille et un stylo. Chaque prêt est indépendant des autres, c'est-à-dire que le défaut ou non d'un prêt n'influence pas les autres prêts. La probabilité qu'un prêt se solde par un défaut est de 12%. On note x la probabilité qu'un prêt se solde par un défaut. On cherche P de x est égal à 60. On fait 0,12 à la puissance 60 fois 0,88 à la puissance 440. Cherchons le nombre de combinaisons possibles. Nous avons 500 prêts, donc n est égal à 500. Et parmi ces 500 prêts, nous voulons obtenir exactement 60 défauts. Donc k est égal à 60. Alors, pour la suite du calcul, nous allons utiliser Python. Je commence par ouvrir mon notebook. J'importe la fonction comb pour combinaison depuis le module math.
Puis j'exécute la cellule avec Shift plus Entrée. Alors la fonction combe est une fonction pour calculer le coefficient binomial. C'est exactement pareil que cette formule. Par exemple, si je veux le nombre de combinaisons avec 5 tirages et avoir exactement 2 éléments, nous faisons combe entre parenthèses 5,2. Cela nous renvoie 10 car il y a 10 combinaisons possibles. Alors réécrivons la fonction de la loi binomiale. On écrit combe nk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Alors le double étoile signifie la puissance. J'applique ceci dans une fonction pour pouvoir réutiliser le code par la suite. Donc j'écris la fonction def binomial formula qui prend 3 paramètres n, k, p. Et cette fonction va nous retourner la formule de la loi binomiale. Cette formule est exactement la même que la loi binomiale que nous avons écrite précédemment. Alors, vous n'avez pas besoin de forcément comprendre le code pour pouvoir utiliser cette fonction. Passons à la première question. Alors, utilisons le code en appelant la fonction. Nous voulons la probabilité sur 500 prêts accordés que 60 prêts se soldent par un défaut. La probabilité qu'un prêt se solde par un défaut est de 12%. Et nous allons arrondir le résultat avec la fonction round. Donc, la probabilité qu'exactement 60 prêts se soldent par un défaut est de 5,48%. On fait 60 fois 30 000, ce qui correspond à une perte de 1 800 000 euros. Passons à la question suivante. Quelle est la probabilité qu'au moins 70 prêts parmi les 500 accordés se soldent par un défaut? On cherche P de x supérieur ou égal à 70. Donc je vais faire P de x est égal à 70 plus P de x est égal à 71, etc. jusqu'à P de x est égal à 500. Alors évidemment, je ne vais pas calculer à la main toutes les probabilités. Je vais utiliser Python. Je commence par créer une liste vide qui va contenir toutes les probabilités supérieures ou égales à 70. Puis, avec une boucle for, je vais calculer chaque probabilité supérieure à 70 jusqu'à 500. Et l'enregistrer dans la liste avec la fonction append. Et je termine en faisant la somme de la liste.
P de x supérieur ou égal à 70 est égal à 0,097. Donc, la probabilité qu'au moins 70 prêts se soldent par un défaut est de 9,7%. Passons à la question suivante. Quelle est la probabilité que la perte totale due au défaut de prêt dépasse 1 million d'euros? Alors, il faut calculer le nombre de prêts qui dépasse ou est égal à 1 million d'euros de perte. Nous savons qu'un défaut est égal à 30 000 euros de perte pour la banque. Pour trouver le nombre de prêts qui est égal à 1 million d'euros de perte, il suffit de faire 1 million divisé par 30 000, ce qui nous fait 33,33. Au bout de 33,33 défauts, la perte sera égale à 1 million d'euros. Pour des raisons évidentes, nous allons arrondir à 34 prêts. Donc, on calcule P de x supérieur ou égal à 34, c'est-à-dire P de x est égal à 34, plus P de x est égal à 35, plus P de x est égal à 36, etc. jusqu'à P de x est égal à 500. Alors, encore une fois, je vais utiliser Python. Alors, je commence par créer une liste vide qui va contenir toutes les probabilités supérieures à 34. Puis, je vais créer une boucle for qui va de 34 jusqu'à 500, qui va calculer toutes les probabilités et l'enregistrer dans la liste. Et nous terminons en faisant la somme de la liste. La probabilité que la perte totale due au défaut de prêt dépasse 1 million d'euros est de 99,99%. Que pouvez-vous conclure sur la banque? La banque accorde trop de prêts qui se soldent par un défaut. Le fait que la probabilité de perdre au moins 1 million d'euros est de 99% nous fait réfléchir sur l'obtention des prêts accordés. Si vous êtes data scientist, vous devrez conseiller à la banque de créer un modèle de machine learning qui va détecter les clients qui sont susceptibles de faire défaut. Cela aura deux buts. Premièrement, diminuer la probabilité qu'un prêt se solde par un défaut. Et deuxièmement, de mieux gérer le risque d'un défaut en appliquant un taux d'intérêt plus élevé. Donc, voyez comment un modèle de machine learning peut se créer. Nous avons un problème, des pertes conséquentes dues à une mauvaise gestion des prêts accordés, et le modèle de machine learning va détecter les clients les plus probables de faire défaut, ce qui sera un gain considérable pour l'entreprise. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 6. Modélisation des réclamations d'assurance.
Une compagnie d'assurance automobile reçoit en moyenne 1000 demandes de remboursement chaque mois pour les sinistres automobiles. La probabilité qu'une demande de remboursement soit acceptée en raison d'un accident est de 0,25. En cas de sinistre accepté, la compagnie rembourse en moyenne 3000 euros. On suppose que chaque demande de remboursement est indépendante des autres et suit une distribution binaire, c'est-à-dire binomiale avec une probabilité d'acceptation de 0,25. Quelle est la probabilité qu'exactement 250 demandes de remboursement parmi les 1000 reçues ce mois-ci soient acceptées en raison d'un accident? Chaque demande de remboursement est indépendante des autres. La probabilité qu'une demande de remboursement soit acceptée en raison d'un accident est de 25%. On note X la probabilité qu'une demande de remboursement soit acceptée. On cherche P de X est égal à 250. On fait 0,25 à la puissance 250 fois 0,75 à la puissance 750. Alors, cherchons le nombre de combinaisons possibles. Nous avons 1000 demandes, donc n est égal à 1000. Et parmi ces 1000 demandes, nous voulons obtenir exactement 250 demandes de remboursement. Donc, k est égal à 250. Pour la suite du calcul, nous allons utiliser Python. J'ouvre mon notebook et je réutilise le code que nous avons déjà utilisé pour l'exercice précédent. Et j'exécute la cellule. Puis j'appelle la fonction binomiale avec 1000 demandes. Parmi ces 1000 demandes, nous voulons exactement 250 demandes de remboursement soient acceptées avec une probabilité de 0,25. La probabilité qu'exactement 250 demandes de remboursement parmi les 1000 reçues ce mois-ci soient acceptées en raison d'un accident est de 2,91%. Ce qui correspond à une perte de 250 000 euros pour la compagnie d'assurance. Passons à la question suivante. Quelle est la probabilité qu'au moins 250 demandes de remboursement parmi les 1000 reçues ce mois-ci soient acceptées en raison d'un accident? On cherche P de X supérieur ou égal à 250. Donc on doit faire P de X est égal à 250 plus P de X est égal à 251, etc. jusqu'à P de X est égal à 1000. Alors évidemment, nous n'allons pas le calculer à la main. Nous allons utiliser Python. Je crée une liste vide qui va contenir toutes les probabilités supérieures ou égales à 250. Puis avec une boucle for, je vais calculer chaque probabilité supérieure à 250 jusqu'à 1000. Et j'enregistre chaque probabilité dans la liste avec la fonction append.
Je fais la somme de la liste. P de x supérieur ou égal à 250 est égal à 0,51. La probabilité qu'au moins 250 demandes de remboursement parmi les 1000 reçues soient acceptées en raison d'un accident est de 51%. Donc, la probabilité de rembourser entre 750 000 et 3 millions est de 51%. La compagnie ne peut pas dépasser le montant de 600 000 euros pour couvrir les remboursements. Quelle est la probabilité de ne pas dépasser le montant de 600 000 euros? Il faut calculer le nombre de remboursements qui est égal à 600 000 euros. Nous savons qu'un remboursement est égal à 3 000 euros. Pour trouver le nombre de remboursements qui est égal à 600 000 euros, il suffit de faire 600 000 divisé par 3 000, ce qui nous fait 200. Avec 200 demandes de remboursement acceptées, l'assurance paye 600 000 euros. Alors, nous, on cherche la probabilité de ne pas dépasser 600 000 euros, soit P de x inférieur ou égal à 200. Donc, je vais faire P de x est égal à 0, plus P de x est égal à 1, etc. jusqu'à P de x est égal à 200. Alors, encore une fois, nous allons utiliser Python. Je crée une liste vide qui va contenir toutes les probabilités inférieures ou égales à 200. Puis, avec une boucle for, je vais calculer chaque probabilité supérieure à 0 jusqu'à 200. Et je termine en faisant la somme de la liste. La probabilité de ne pas dépasser 600 000 euros de remboursement est de 0,01%. Cela signifie que la probabilité de dépasser 600 000 euros de remboursement est de 99,99%. Passons à la question suivante. Quelle est la probabilité que l'assurance paye entre 600 000 euros et 900 000 euros pour couvrir les remboursements? On sait qu'avec 200 demandes de remboursement acceptées, l'assurance paye 600 000 euros. Calculons le nombre de remboursements qui est égal à 900 000 euros. Nous savons qu'un remboursement est égal à 3 000 euros. Pour trouver le nombre de remboursements qui est égal à 900 000 euros, il suffit de faire 900 000 divisé par 3 000, ce qui nous fait 300. Avec 300 demandes de remboursement acceptées, l'assurance paye 900 000 euros. On cherche la probabilité de payer entre 600 000 euros et 900 000 euros.
soit P de x compris entre 200 et 300. Nous faisons donc P de x est égal à 200 plus P de x est égal à 201, etc. jusqu'à P de x est égal à 300. Alors, encore une fois, nous allons utiliser Python. Je crée une liste vide qui va contenir toutes les probabilités entre 200 et 300. Puis, avec une boucle for, je vais calculer chaque probabilité entre 200 et 300. Et je termine en faisant la somme de la liste. La probabilité que l'assurance paye entre 600 000 euros et 900 000 euros est de 99,9%. Passons à la question bonus. En utilisant une simulation de Monte-Carlo avec 10 000 itérations, calculez la distribution des coûts totaux des remboursements et déterminez la probabilité que les coûts dépassent 750 000 euros ce mois-ci. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de la simulation de Monte-Carlo. Elle permet d'estimer de manière empirique un événement. Mais avant d'approfondir le sujet, faisons d'abord l'approche classique. On cherche la probabilité que les coûts dépassent 750 000 euros. Il faut calculer le nombre de remboursements qui est égal à 750 000 euros. Nous savons qu'un remboursement est égal à 3 000 euros. Pour trouver le nombre de remboursements qui est égal à 750 000 euros, il suffit de faire 750 000 divisé par 3 000, ce qui nous fait 250. Avec 250 demandes de remboursement acceptées, l'assurance paye 750 000 euros. On note X la probabilité qu'une demande de remboursement soit acceptée. On cherche P de X supérieur ou égal à 250. C'est-à-dire on cherche P de X est égal à 250 plus P de X est égal à 251, etc. jusqu'à P de X est égal à 1000. Alors, pour la suite, nous allons implémenter le code sur Python. Je commence par créer une liste vide qui va contenir toutes les probabilités supérieures ou égales à 250 demandes de remboursement acceptées. Je calcule toutes les demandes de remboursement acceptées supérieures à 250 et le résultat sera stocké dans la liste. Je fais la somme de tous les éléments dans la liste, ce qui me donne 51%. La probabilité que les coûts dépassent 750 000 euros est de 51%. Nous l'avons déjà calculé dans l'exercice 2. Passons à l'approche avec la simulation de Monte-Carlo. La simulation de Monte-Carlo permet d'estimer de manière empirique un événement. Alors, comment allons-nous procéder? Nous allons générer de manière aléatoire un nombre de réclamations acceptées en utilisant la distribution binomiale avec une probabilité de 0,25. Par exemple, nous générons 233 réclamations qui sont acceptées.
Et nous calculons le coût total des réclamations acceptées en multipliant le nombre de réclamations acceptées par le montant moyen de remboursement, soit 233 fois 3000, ce qui nous fait 699 000. Avec 233 réclamations acceptées, l'assurance paye 699 000 euros. Alors là, nous avons réalisé une itération, mais nous allons produire cette simulation 10 000 fois. Si sur 10 000 itérations, 5 000 sont supérieures à 750 000, alors la probabilité de dépasser 750 000 euros est de 50%. Comment allons-nous générer de manière aléatoire un nombre de réclamations acceptées? Allons-nous choisir un nombre aléatoire entre 0 et 10 000? Presque. Le problème de choisir un nombre entre 0 et 10 000 est que la distribution est uniforme. Nous avons une distribution binomiale. Donc, il y a une plus grande probabilité que l'assurance accorde le remboursement de 200 réclamations que de 0. Il faut donc que le hasard suive la distribution binomiale. Si on représente graphiquement la distribution binomiale, on remarque que la distribution binomiale suit la distribution normale. Vous allez comprendre ceci dans les prochaines vidéos. Donc, on remarque que la probabilité d'avoir entre 240 et 260 réclamations acceptées est supérieure à celle d'avoir entre 180 et 200. Donc, le nombre qu'on doit générer aléatoirement doit suivre cette distribution. Avec Python, il y a la fonction np.random.binomial qui renvoie un nombre aléatoire en suivant cette distribution binomiale où on a 1000 tirages et 25% de chances que l'événement se produise. Et à chaque fois que j'exécute la cellule, un nouveau nombre apparaît. Je vais écrire np.random.seed est égal à 42, ce qui nous permettra d'avoir les mêmes nombres aléatoires. Je mets ce résultat dans une variable qui est le nombre de réclamations acceptées. Je calcule le coût en multipliant le nombre de réclamations acceptées par 3000. Je fais donc nombre de réclamations acceptées fois 3000. J'ai donc ici 720 000. Je vais donc répéter cette opération 10 000 fois. Et en programmation, quand nous répétons plusieurs fois un processus, nous utilisons une boucle for. Je crée une variable plus grand que 750 000 que j'assigne à la valeur 0. Et à chaque fois que le coût est supérieur à 750 000, je rajoute 1 à la variable. Donc, if coût supérieur ou égal à 750 000, la variable plus grand que 750 000 augmente de 1. La condition n'est pas vérifiée et par conséquent ma variable ne change pas. Je commence par initialiser la variable plus grand que 750 000 par 0. Je crée une boucle for allant jusqu'à 10 000. Dans la boucle for, je génère un nombre aléatoire suivant la distribution binomiale avec 1000 tirages et la probabilité que l'événement se produise de 25%. J'assigne ce résultat dans la variable nombre de réclamations acceptées et je mesure le coût en fonction du nombre de réclamations acceptées.
Si le coût est supérieur ou égal à 750 000, alors on rajoute un 1 à la variable. Et on répète ce processus 10 000 fois. Puis nous divisons la variable par 10 000 pour avoir une probabilité. Donc la probabilité que les coûts dépassent 750 000 euros est de 50,96%. C'est-à-dire que sur 10 000 simulations, 5 096 fois les coûts dépassent 750 000 euros. Et cette probabilité est pratiquement la même qu'avec l'approche classique, à quelques centièmes près. Si je représente graphiquement la distribution avec la simulation de Monte-Carlo, on remarque qu'elle ressemble à la distribution binomiale théorique. Si on superpose les deux distributions, on observe que l'approche empirique avec la méthode de Monte-Carlo donne des résultats similaires à la distribution théorique. Donc la distribution empirique suit la distribution théorique. Et donc la méthode de Monte-Carlo est un excellent moyen pour répondre aux questions précédentes. Alors, une question que vous devez vous poser est pourquoi utiliser la simulation de Monte-Carlo, alors que l'approche classique donne les mêmes résultats. Dans certains cas, il est difficile de calculer analytiquement les probabilités. Par exemple, si nous voulons calculer la probabilité de succès d'un événement improbable, il devient complexe de résoudre ce problème de manière analytique. Mais avec la simulation de Monte-Carlo, nous pouvons modéliser des scénarios complexes de manière simple et estimer la probabilité d'un événement quasi improbable. Félicitations, vous venez de parcourir la partie sur les probabilités. Nous avons couvert un large éventail de concepts et de techniques de probabilité. Nous avons vu les notions fondamentales en probabilité, comprenant l'introduction aux probabilités, les notions basiques ainsi que les tirages avec remise et sans remise. Nous avons également exploré les probabilités conditionnelles permettant de calculer des probabilités en tenant compte d'informations préalables. Vous avez appris à combiner les probabilités en utilisant la multiplication et l'addition, ainsi que la distinction entre mutuellement exclusif, non exclusif, indépendance et dépendance. Nous avons aussi vu comment résoudre un problème sous un angle différent grâce aux probabilités complémentaires. Pour répondre aux questions complexes, nous avons appris à organiser nos probabilités sous forme de tableaux, ce qui vous a permis d'utiliser la formule de Bayes sans vous en rendre compte. Le théorème de Bayes est un outil puissant que nous avons utilisé pour mettre en œuvre des calculs de probabilité dans des contextes concrets, de la médecine aux tests de qualité. Nous avons également exploré diverses distributions de probabilité, notamment la distribution uniforme, normale et la distribution binomiale, chacune ayant ses propres caractéristiques et applications spécifiques. Et nous avons fini par un exercice avec la simulation de Monte-Carlo sur Python, une technique pour estimer empiriquement des probabilités. Vous avez acquis des compétences essentielles pour comprendre et analyser les incertitudes, ce qui sera extrêmement précieux dans votre parcours en statistique.